Muito bom dia a todos. Vamos tentar cumprir os prazos e as horas como temos estado a tentar fazer até agora, e por isso eu vou apenas começar por agradecer a presença de todos e em particular de Serge Pogam. Agradecer ao núcleo central de organização desta conferência, que foram de facto o SES, o Instituto Franco-Português, e a Fundação Carlos Gulbenkian, e fazer-vos apenas uma breve introdução, uma breve apresentação sobre Serge Pogam, para depois passar imediatamente à apresentação que nos irá fazer, para a qual teremos cerca de 25 minutos, e depois, se correr tudo bem, ainda teremos algum espaço para discutir um pouco esta mesma apresentação com todos. Portanto, eu começarei por vos dizer que Serge Pogam é, como sabem, sociólogo, doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em 1988, hoje é diretor de investigação no CNRS, do Centro Nacional de Investigação Científica, e diretor de estudos na mesma escola onde se doutorou, no EHESS. É também, criou e dirige a coleção Le Lien Social e a revista académica Sociologia nas edições da Express Universitaire de France. É internacionalmente conhecido pelos trabalhos que tem realizado sobre temas que vão estar durante todo o dia hoje no centro da nossa reflexão e debate: as desigualdades, as rupturas sociais e as formas contemporâneas dos vínculos sociais. Infelizmente, até ao momento, em Portugal está apenas editada, desde 2006, na Porta Editora, uma das suas obras essenciais, A Desqualificação Social, ensaio sobre nova pobreza, mas tem também um conjunto de outras obras, como vou traduzir, apesar de elas não estarem traduzidas para terem uma tradução literal, o mais possível literal dos títulos: O Assalariado da Precariedade, As Formas Elementares da Pobreza, O Vínculo Social e Repensar a Solidariedade, o Contributo das Ciências Sociais. Tem muitas outras obras sobre a exclusão, sobre a pobreza e o rendimento mínimo garantido, sobre a solidariedade, várias delas retratando a realidade social francesa, mas também fazendo comparações com outros países europeus. O seu programa de investigação atual está centrado num estudo sobre os fundamentos dos vínculos sociais, a partir de, como disse, de vários estudos internacionais, nos quais distingue os diferentes regimes da vinculação social nas sociedades contemporâneas. Como veem, portanto, além de um alerta aos editores, fica um pouco os estudos que estão a ser desenvolvidos por Serge Pogam já há tanto tempo, que nos levam a pensar, como verão pela sua conferência de abertura deste colóquio, que quando se está a trabalhar já há muito tempo sobre temáticas que são centrais ao funcionamento e à evolução das sociedades, em momentos de crise como aquela que estamos a viver, dá frutos, porque nos permite depois fazer análises muito centradas nas realidades específicas de cada país. O tema será então uma interrogação sobre, portanto, a desqualificação, a desclassificação ou a desqualificação social. Interroga-nos sobre a diferença entre estes dois termos para melhor interpretar os efeitos da austeridade. Dou, portanto, a palavra a Serge Pogam. Soyez le bienvenu et merci d'être avec nous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut français et tous ses partenaires pour cette invitation. C'était pour moi un plaisir d'être dans cette assemblée pour présenter, le thème de cette conférence, pour introduire le thème de cette conférence.
je voudrais, comme cela a été précisé, insister sur la différence entre déclassement et disqualification sociale. En fait, le thème de la mobilité sociale descendante est au cœur de ce colloque international. Non seulement on pourrait dire que l'ascenseur social ne fonctionne plus, cette expression, on l'utilise souvent en France, je pense au-delà, non seulement cet ascenseur social ne fonctionne plus en temps d'austérité, mais il prend peut-être un sens tout à fait particulier, celui d'être en quelque sorte inversé. On va parler de descente sociale. Le contexte du Portugal correspond bien aujourd'hui, me semble-t-il, à cette problématique. Ce n'est pas le seul pays en Europe, mais les difficultés dans ce pays me semblent particulièrement vives, comme cela a été rappelé dans les introductions. 40%, d'après les chiffres, 40% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Le chômage est en très forte progression, cela a été dit, 16% dans le pays, un taux de chômage de longue durée particulièrement élevé, ce qui nous conduit donc à réinterroger la question de la mobilité sociale et notamment du déclassement. Alors quand on étudie la mobilité sociale, on distingue généralement la mobilité sociale intergénérationnelle et la mobilité sociale intragénérationnelle. Dans le déclassement, on entend finalement un mélange des deux. Le déclassement peut être un déclassement par rapport à ses parents, par rapport au statut social de ses parents, mais le déclassement peut être aussi un déclassement tel qu'on le vit dans sa propre carrière, après avoir connu une phase ascendante ou un certain statut social, on voit celui-ci remis en question. Mais je voudrais aujourd'hui poser la question un peu autrement pour nourrir notre réflexion, aller au-delà finalement de cette notion de déclassement. Car la question qui me semble posée par le processus à l'œuvre est celle, me semble-t-il, d'un risque de disqualification sociale, au sens d'une menace qui affecte non seulement la question du statut social, mais tout simplement l'attachement de l'individu à la société. D'où la nécessité, me semble-t-il, d'interroger l'ensemble des liens sociaux, d'avoir recours à une théorie de l'attachement. Qu'est-ce qui fait qu'un individu est attaché à la société et en quoi cet attachement peut être remis en question? Me semble-t-il, il y a à aller un peu plus loin que la notion de déclassement qui implique que l'on reste malgré tout intégré dans une classification. Ici, me semble-t-il, on peut poser la question de la possibilité de ne plus être vraiment intégré socialement. Alors je voudrais, dans mon intervention, aborder la question de la façon suivante. Tout d'abord, je voudrais rappeler ce que l'on entend par disqualification sociale et en quoi cette notion de disqualification sociale est différente de celle de déclassement. Je voudrais aussi essayer, dans un deuxième moment, de rappeler dans quelle mesure le Portugal, dans cette période d'austérité, est touché par ce processus de disqualification sociale. Qu'est-ce qui permet de dire que le Portugal est touché par ce processus et quelles sont les spécificités de ce processus donc, dans ce pays. Et enfin, troisième partie de mon exposé, je voudrais m'intéresser aux formes de résistance que l'on peut observer au Portugal, notamment face à ce processus de disqualification sociale. Donc, premier point, qu'est-ce que la disqualification sociale? Tout d'abord, ce concept que j'ai élaboré renvoie au contexte
des années 80 et 90, notamment en France, au moment où je réalisais mes premiers travaux sur la question de la pauvreté, ou de la nouvelle pauvreté, selon l'expression qu'on utilisait à l'époque. La disqualification sociale renvoie à un contexte particulier, celui tout d'abord d'un chômage de masse, que l'on a parfois qualifié d'un chômage d'exclusion. La réalité est que des franges importantes de la population active ne sont plus ou n'arrivent plus à être indemnisées au titre du chômage. C'est la question des fins de droit. Et après cette période où on est en fin de droit, lorsqu'il n'y a pas de revenu minimum, on entre véritablement dans une phase extrêmement difficile sur le plan financier. Même avec la mise en place d'un revenu minimum, on entre alors dans une phase qui est caractérisée par l'assistance. Le phénomène massif en Europe, pendant cette période de crise des années 80 et 90, a été l'augmentation considérable des personnes qui sont passées donc d'un régime d'assurance, d'indemnisation du chômage, à une carrière qui prenait son sens au titre de l'assistance. Ce phénomène constituait un véritable fait social que l'on a caractérisé par l'expression de crise de la société salariale, qui montrait finalement qu'on pouvait se trouver dans une situation que Robert Castel a qualifiée notamment dans la dernière partie de son œuvre de précariat. On sort du salariat, on rentre dans le précariat et on est dépendant des services d'action sociale. Alors, Simmel, déjà au début du siècle, s'interrogeait justement à la signification de cette catégorie. La pauvreté, au sens moderne, quand on n'est plus intégré dans le régime du travail, quand on n'est plus intégré dans la société salariale, quand on n'est plus protégé par la protection et par les assurances sociales, on devient finalement un pauvre et rien qu'un pauvre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de statut social. Dans la hiérarchie des statuts sociaux, il n'y a plus de statut social défini par une activité qui prend son sens au sens de la société salariale et du modèle de production qui caractérise la société. Si bien que ce processus est un processus qui conduit inévitablement à la stigmatisation, à une certaine humiliation, car il n'y a plus donc d'autres critères que celui de la pauvreté pour être défini socialement. On n'est même plus ouvrier, on n'est même plus commerçant, on n'est même plus employé, on n'est même plus cadre, on est tout simplement un pauvre et on n'a pas d'autres caractéristiques que celles-là pour être défini socialement. Alors, ce processus se traduit aussi dans les années 80 et 90 par ce que l'on constate également, une explosion de la précarité des emplois. Ce n'est pas simplement le chômage de masse, c'est aussi en même temps une augmentation de ces formes de précarité des emplois. C'est la question que j'ai traitée dans le livre « Le salarié de la précarité », en distinguant notamment les formes de précarité dans le travail, les formes d'insatisfaction dans le travail liées à l'intensification du travail, au stress dans le travail, à l'affaiblissement des collectifs dans le travail, mais aussi bien entendu à la question de l'instabilité des emplois qui conduit inévitablement à des problèmes d'intégration professionnelle. Alors, ce phénomène que l'on rencontre se traduit par finalement la remise en question d'un lien social essentiel, celui qui rattache à finalement au monde du travail, à la société organisée autour du travail. Ce lien, je l'appelle le lien de participation organique. J'utilise volontiers cette expression de participation organique en référence au concept de solidarité organique de Durkheim, qui insistait sur le fait que dans le monde moderne, les individus sont complémentaires les uns des autres dans le processus
qui conduit donc au travail. Chaque individu doit tirer son utilité de cette complémentarité des fonctions dans le monde du travail. Et donc, c'est ce lien de participation organique qui me semble être considérablement remis en question dans le contexte dont je vous ai parlé. Avec une double dimension, une dimension qui renvoie à la protection et une dimension qui renvoie à la reconnaissance. En fait, chaque type de lien social, dans la théorie des liens sociaux que j'élabore, renvoie à cette double dimension de la protection et de la reconnaissance. Dans le lien de participation organique, il me semble assez clair de noter que, justement, le fait d'être en période de précarité de l'emploi et d'être confronté à des expériences de chômage conduit à un déficit de protection. L'individu est vulnérable parce que, justement, le lien qui le rattache à l'emploi ne lui permet plus d'obtenir les protections qu'il pouvait avoir jusque-là. Mais en même temps, dans la remise en question de ce lien de participation organique, il y a aussi la dimension subjective de la reconnaissance, le sentiment de ne plus compter dans le monde du travail, d'être inutile, et on est là confronté à un processus qui conduit au déni de reconnaissance. Donc déficit de protection d'un côté, déni de reconnaissance de l'autre. Telle est, me semble-t-il, la logique qui conduit à la disqualification sociale. Un individu qui n'est pas suffisamment protégé, qui ne peut pas compter sur sa participation au monde du travail pour être intégré socialement, et un individu qui ne se sent pas utile au fonctionnement social est profondément disqualifié. Donc l'individu disqualifié, socialement disqualifié, c'est cet individu qui manque de protection et de reconnaissance. Alors, ce phénomène que l'on a décrit dans les années 80 et 90 se traduisait aussi, et c'est là aussi le processus de disqualification sociale qui est à l'œuvre, par la rupture possible d'autres liens sociaux. Il y a bien sûr ce lien de participation organique qui est essentiel, il est essentiel dans toutes les sociétés modernes, mais il faut prendre en compte aussi la possibilité que cette rupture du lien de participation organique entraîne d'autres ruptures, notamment la rupture de 3 autres types de liens que j'étudie aussi dans mes travaux. Le lien de filiation, bien sûr les relations entre des parents et des enfants, des enfants et des parents, tous les stades de la vie. Le lien de participation élective, c'est-à-dire le lien que l'on construit tout au long de sa vie et qui prend la forme de choix affinitaires, le choix d'un conjoint, le choix d'amis, le choix de participer à des communautés, des associations qui renforcent cette participation à la vie sociale sous un mode électif. Et enfin, 3e type de lien, le lien de citoyenneté, qui renvoie bien entendu au fait que tout individu dans des sociétés démocratiques se réfère justement à un socle de droits civils, politiques, sociaux, et aussi se sent reconnu par le fait d'être un individu souverain. En fait, les travaux que j'ai menés autour de la disqualification sociale montraient que non seulement le lien de participation organique était menacé et en voie de rupture, mais que les autres liens en même temps étaient susceptibles de se rompre, du moins dans les travaux que je menais en France. Ce qui m'a conduit à examiner la disqualification sociale comme un processus comportant 3 phases: la fragilité, la dépendance et la rupture des liens sociaux. 3 phases qui pouvaient donc se succéder. Et à la phase de fragilité correspond une forme de précarité dans le monde du travail, avec des expériences de chômage, et une quasi-obligation de commencer à fréquenter les services d'action sociale, tout en éprouvant un sentiment d'humiliation et de stigmatisation. La phase de dépendance est une phase où finalement on est plus éloigné du monde du travail et on trouve des compensations à cet éloignement du marché du travail par les opportunités
entre guillemets, de participer à la société par le biais d'une protection acquise par et possible par les ressources de l'assistance, conduisant à des relations régulières avec les professionnels du social. Et enfin, la dernière phase de rupture des liens sociaux, de rupture cumulative, où l'individu est confronté là à un processus profond de déliaison sociale, si je puis dire, conduisant aux situations notamment de cumul de handicap et de situations notamment de sans-abri, d'être dans une situation où même le logement manque. Alors, après avoir rappelé ce processus, je voudrais essayer maintenant de m'interroger dans quelle mesure le Portugal, en période d'austérité, est touché par ce processus de disqualification sociale. Dans mon livre « Les formes élémentaires de la pauvreté », que j'avais publié en 2005, le Portugal, déjà, quand l'analyse que je pouvais faire, à partir notamment des données que je vais collecter à l'échelon européen, le Portugal était proche de la forme de pauvreté que j'avais qualifiée de pauvreté intégrée, au sens où la pauvreté était globalement plus importante que dans d'autres pays, notamment des pays du Nord, de même que la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Italie du Sud notamment. Mais je voyais déjà au Portugal des formes de résistance à cette disqualification sociale, notamment par le fait que les solidarités familiales jouaient un rôle d'amortisseur, que le lien de filiation n'était pas rompu ou se rompait très peu souvent. Et je voudrais aujourd'hui essayer de voir si justement cette situation s'est maintenue ou non. Et il y a donc une réédition récente des formes élémentaires de la pauvreté à l'occasion d'une traduction également en italien, et j'ai pu donc tenir compte dans cette réédition des effets de la crise de 2008, crise financière et économique, avec de nouvelles données. Et c'est ce travail qui m'a permis justement de regarder de près ce qui s'est passé au Portugal à partir donc de cette nouvelle donnée. Donc, le chômage, je n'en parle pas, et de la précarité professionnelle non plus, parce que cela est connu. La question est de savoir si ce lien de participation organique qui est fortement affecté au Portugal a des incidences, et lesquelles. Alors tout d'abord, je voudrais traiter la question de la stigmatisation, qui était essentielle dans le processus de disqualification sociale. La stigmatisation notamment des pauvres et des chômeurs. On pourrait penser que dans un pays où le chômage est très important, où les individus au chômage n'y peuvent rien parce que la crise est d'une telle violence, d'une telle force que ne pas avoir un emploi, ne pas pouvoir travailler, ce n'est pas une faute personnelle, on pourrait penser que dans ce contexte, la stigmatisation serait beaucoup plus faible. Or, je me réfère justement à une enquête sur la perception de la pauvreté et de l'exclusion en Europe, qui a été réalisée en gros depuis le milieu des années 70. On renouvelle cette enquête, et la dernière qui a été réalisée est une enquête de 2009 que j'ai examinée pour la comparer aux autres enquêtes du même type. Et donc, dans cette enquête, il y a une question importante qui s'adresse donc à l'ensemble de la population d'un pays, et on demande finalement aux personnes d'expliquer les raisons de la pauvreté dans le pays. La pauvreté, finalement, est due à quoi? Alors, traditionnellement, on voit émerger, quand on pose cette question, deux explications qui s'opposent. L'explication de la pauvreté par la paresse. S'il y a des pauvres, c'est parce que les pauvres ne sont pas suffisamment actifs dans la recherche d'un emploi. Ils profitent du système, notamment du système d'assistance, où ils ne font pas suffisamment d'efforts. Ils sont donc des paresseux.
Et à l'opposé, une autre explication que l'on donne classiquement de la pauvreté, c'est l'injustice. S'il y a de la pauvreté, c'est parce que la redistribution n'est pas suffisante, c'est parce qu'il y a de fortes injustices dans la société. Alors, le Portugal, comment se situe-t-il par rapport à cette question de la perception de la pauvreté? Parce que vous voyez bien que dans un pays où l'explication de la pauvreté par la paresse, les pauvres et les chômeurs risquent d'être fortement stigmatisés, évidemment. Alors, cette enquête montre ce qui est tout à fait curieux, c'est que les Portugais expliquent encore très fortement la pauvreté par la paresse. 25% d'entre eux expliquaient en 2009, encore, alors en période de crise, expliquaient encore la pauvreté par la paresse. Le chiffre pour la France est moins de 10%. Les Français expliquent toujours la pauvreté beaucoup plus fréquemment par la question de l'injustice. Mais le pays en Europe où traditionnellement on explique la pauvreté par la paresse, c'est la Grande-Bretagne. Or, et cela depuis que ces enquêtes existent, mais en 2009, le Portugal est au même niveau que la Grande-Bretagne. 25%, c'est le même niveau. Donc on a là un phénomène qui est curieux. Normalement, il devrait y avoir un taux beaucoup plus bas dans un contexte de crise. Or, ce n'est pas ce que l'on observe. Donc le Portugal est donc proche de la Grande-Bretagne et donne cette explication de la pauvreté de façon, donc c'est le seuil le plus élevé qu'on l'on atteint à ce moment-là en Europe. Alors, on peut expliquer ça peut-être par l'éthos du travail qui dévalorise les paresseux, y compris peut-être dans la culture populaire. Cela est peut-être possible. L'explication de la pauvreté par l'injustice est relativement peu donnée au Portugal, en tout cas parmi les sociétés méditerranéennes, les pays méditerranéens, le Portugal est le pays qui donne le moins souvent cette explication de la pauvreté par l'injustice. Donc une particularité ici est à prendre en compte, me semble-t-il, et qu'il faudrait y réfléchir. En tout cas, la conjonction est surprenante. Vous avez un lien de participation organique qui se défait au Portugal, du fait donc de ce chômage qui est particulièrement élevé et en progression, cette précarisation qui se développe aussi dans la société portugaise, et en même temps, simultanément, une forte stigmatisation des pauvres et des chômeurs. Donc ce qui crée inévitablement un malaise collectif, une frustration. Les chômeurs qui sont dans ce pays sont à la fois confrontés à des difficultés redoutables pour trouver un emploi et en même temps risquent à tout moment d'être dévalorisés socialement, d'être remis en question, d'être peu reconnus en tant qu'individus, donc de manquer à la fois de protection et de reconnaissance. Troisième élément de mon exposé, le dernier, quelles sont les formes de résistance face à la pauvreté et au chômage que l'on va trouver notamment au Portugal. J'en viens bien sûr ici à l'idée de la troisième phase de la disqualification sociale, c'est-à-dire la rupture des liens sociaux. Est-ce que le processus au Portugal se traduit par une rupture cumulative des liens et le passage donc d'une phase de fragilité et de dépendance à une phase de rupture? Alors là, les choses sont différentes. Le Portugal reste très proche de la situation que je connaissais avant crise, que j'avais vue, et qui m'avait conduit à placer justement le Portugal du côté de la pauvreté que je caractérisais comme pauvreté intégrée. Parce que finalement, on voit, si on se réfère aux statistiques sur le rôle de la famille, sur la composition des ménages, on voit que finalement très peu de chômeurs, par exemple comme indicateur, vivent seuls. 3% seulement des chômeurs de plus d'1 an vivent seuls, ce qui est d'ailleurs le taux le plus bas des pays européens en 2010.
En Finlande, par exemple, c'est le taux le plus élevé, on a 35% des chômeurs de longue durée qui vivent seuls, 3% seulement au Portugal, 8% en Italie. Bien sûr, les pays du sud de l'Europe, la situation d'être seul, de vivre seul quand on est confronté à des difficultés d'emploi est beaucoup plus, c'est beaucoup moins fréquent donc que dans les pays du Nord classiquement, mais le Portugal, vous le voyez, est en dessous encore de l'Italie. Alors, autre indicateur, 40% des pauvres vivent avec des parents qui n'appartiennent pas à leur... 40% des pauvres voient régulièrement leurs parents, tous les jours d'ailleurs, voient tous les jours des parents qui ne vivent pas avec eux. Ce qui est beaucoup, et ce qui est justement très élevé par rapport aux autres pays européens. 5,5% des pauvres au Danemark voient tous les jours leurs parents qui ne vivent pas avec eux. Et donc là encore, on voit des différences particulièrement fortes, très peu dans les enquêtes récentes, très peu dans la période de crise, donc très peu de pauvres au Portugal sont coupés de la famille. Donc il n'y a pas de rupture du lien de filiation. La rupture du lien de participation organique est en quelque sorte amortie par ce mécanisme de compensation qui joue très fortement et qui est recherché dans la famille. Ça me semble être vraiment un élément essentiel pour comprendre la réalité de la société portugaise en période d'austérité. Donc la famille est un prodigieux moyen d'amortisseur. Donc les liens familiaux préservent le Portugal plus que d'autres pays européens. Alors on est là face à ce que j'appelle un régime d'attachement organique familialiste. Le Portugal est attaché au travail, il y a un ethos du travail dont j'ai parlé et qui est très fortement développé au Portugal, mais en même temps, on le voit, une forme d'attachement qui insiste beaucoup, qui s'appuie beaucoup sur ce lien de filiation. Pour être attaché à la société, il faut d'une certaine manière passer par la famille. Donc en période de crise, on a donc un mécanisme de compensation, c'est-à-dire qu'on va solliciter le lien de filiation pour compenser la rupture du lien de participation organique. Ce mécanisme de compensation joue particulièrement efficacement au Portugal et explique sans doute, c'est sans doute la raison pour laquelle il n'y a pas d'explosion sociale au Portugal comme on peut en voir peut-être dans d'autres pays ou qu'on aurait pu imaginer dans d'autres pays. Alors, cela nous conduit finalement à un certain nombre de questions. Tout d'abord, et pour conclure, je crois avoir démontré dans mon intervention que la question n'est pas seulement la question du déclassement, mais bien la question de la disqualification sociale qui est posée. En tout cas, le déclassement, il faudrait le prendre dans le sens de la disqualification sociale. Le déclassement serait en quelque sorte de nature disqualifiante. On pourrait dire donc qu'il y a une très forte stigmatisation. Les données confortent cette idée de forte stigmatisation des pauvres et des chômeurs et menacent donc les principes même de l'attachement à la société. La résistance par le lien de filiation est réelle, néanmoins, et conduit à avoir vraiment un regard aussi différent par rapport à la France, notamment, où la rupture du lien de filiation est beaucoup plus forte en période de crise. Et la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où la famille va pouvoir jouer ce rôle d'amortisseur. On le voit encore, ça résiste très nettement, mais est-ce que cela va pouvoir tenir longtemps? Et déjà, on peut se poser la question, dans certains cas, certainement, que la famille ne peut plus. Et la réponse alors, quand la famille ne peut plus prendre en charge la question de la pauvreté, qu'est-ce qui se passe? L'émigration. La question, elle se passe de cette façon-là. À partir du moment où la famille ne peut plus prendre en charge, parce qu'elle est également touchée par le processus de disqualification sociale, il ne reste plus qu'une solution, émigrer. Et c'est bien ce qui se produit, me semble-t-il, actuellement.
au Portugal, un phénomène qui prend une forme vraiment très prononcée, qui est en augmentation. On parle beaucoup d'une émigration vers les pays émergents, notamment le Brésil, en raison des liens, bien entendu, du Portugal avec le Brésil, mais aussi, on le voit, les Portugais sortent aussi de leur pays pour se diriger en Allemagne, mais aussi encore en France. On voit dans l'immigration portugaise qui est relativement limitée maintenant, mais il y a quand même une augmentation récente des jeunes Portugais qui arrivent en France aussi. Je dirais donc que la phase de la fragilité et de la dépendance de la disqualification sociale sont devenues très courantes au Portugal. Donc, le processus de disqualification sociale est à l'œuvre, mais que le phénomène de la rupture cumulative est en grande partie évité par la famille d'une part et par le processus d'émigration d'autre part. Mais alors, la question que l'on se pose, dans un pays qui voit partir en masse ces jeunes, est un pays qui est aussi menacé dans son avenir. Et l'on ne pourra donc constater qu'un renforcement des inégalités au sein de l'Europe, si toutes les forces vives du Portugal se dirigent vers l'Allemagne, cela va créer encore plus, évidemment, d'inégalités au sein de l'Europe. Et ce qui ne me semble pas du tout souhaitable pour l'avenir de l'Union européenne, bien entendu, car on s'installe là dans une crise durable. L'Europe, pour progresser, a besoin d'une croissance véritablement répartie dans l'ensemble des pays européens. Et c'est surtout cette question qui me semble être posée aujourd'hui aussi, au-delà donc de la question donc, du Portugal et de l'austérité qui sévit dans ce pays. Merci de votre attention. Muito obrigada. Creio que temos aqui conjunto de reflexões e de pistas que são extremamente úteis para abordar conjunto muito variado de questões. Eu própria tenho uma série de questões que acharia interessantes, mas como, mesmo para termos algum período de intervenções, eu já procurei, espero que seja aceito, cortarmos 15 minutos à pausa para o café, para só nos atrasarmos 15 minutos no nosso calendário. Passava a palavra a quem quisesse colocar alguma questão, fazer algum comentário. Há pelo menos um microfone na sala que eu vejo. Exato. Portanto, se quiserem tomar da palavra, já há aqui um pedido de palavra. Faz favor. Não é propriamente uma questão, é mais um comentário, uma espécie de eco a uma expressão que Serge Pogam utilizou e que me tocou bastante. A definição de desqualificação social ou de desqualificado social como chegando ao ponto de não ser senão um pobre, rien qu'un pauvre. E recordei-me de uma frase que uma vez vi, acho que foi num romance de Dostoiévski, Les Possédés, não me lembro nem da cena, nem nada, mas só me lembro da frase, que é uma frase muito significativa nesse sentido. Eu já não sei... Dai-me nada para fazer e eu serei nada. Não sei se no original da tradução francesa está je serai rien ou je deviendrai rien. De qualquer maneira, liga isto com uma notícia que hoje vi nos jornais, que é que a única criação de emprego atual em Portugal teria sido dos empregos
com salários de cerca de 300 euros. Isto é muito abaixo, não só do salário mínimo, como do referencial de pobreza. A partir daí, o meu cérebro lembrou-se das mini-jobs na Alemanha, dos 3 euros a hora, etc. Ora bem, este é um ponto. O outro ponto é que, felizmente, no nosso país, continuamos ainda a ter a possibilidade de resistir a esta pobreza destruidora da pessoa humana, porque quando a pessoa chegou ao ponto de não ser je ne suis plus qu'un pauvre, ou eu não serei nada, isto é absolutamente destruidor. Felizmente ainda temos isso. Resta saber, mas deixo isso também para outros sociólogos e economistas, se a pressão sobre as pensões atuais não vai tornar quase impossível que as famílias continuem, sobretudo os reformados, em que eu me situo já há muitos anos, continuem a apoiar os seus filhos e os seus netos, que cá ficarem, porque infelizmente o nosso futuro está a ir embora. Muito obrigado. Enquanto pedia para levar o microfone ali, a Ana Benavente está ali. Esta última questão tem bastante interesse e pode ajudar-nos também a explicar que podemos estar perante um salto qualitativo quando se faz agora uma série de medidas muito direcionadas para as pensões de reforma. Ana Benavente. Bonjour. Anna Benavente, je voulais vous remercier et vous demander si vous avez fait un croisement entre ces données de ces enquêtes et le niveau de qualification des pays. La deuxième question a trait à cet aspect qu'au Portugal, on considère encore à une écrasante majorité que ceux qui n'ont pas de travail, c'est qu'ils sont paresseux. Et ça m'a fait penser à une publication de Eduardo Lourenço sur le rapport au Portugal, le rapport contradictoire avec le travail qui, dans notre culture, a toujours été dévalorisé, une culture catholique, une culture où on disait dans le passé ceux qui travaillent, c'est ceux qui ne savent faire rien d'autre, où le travail il est bon pour les Noirs, c'était une expression qu'on utilisait couramment. Et en fait, on est un peuple, comme les autres peuples peu qualifiés, écrasé de travail. Mais le travail a été toujours peu reconnu comme signe de distinction, la distinction étant, et aujourd'hui encore je crois, la famille de laquelle on provient, on descend, le nom de la famille, les charges qu'on occupe, etc. Et je pense que le bas niveau de qualification des Portugais, parce qu'on est en Europe le pays qui a le plus d'illettrés encore, et les plus bas niveaux de qualification fait que ces représentations très anciennes sont encore à l'œuvre lors de ces réponses à ces enquêtes. Merci. Obrigado, Ana. Eu queria pedir-vos, para ainda poder dar a possibilidade aqui a Sérgio Pogano de poder responder, queria pedir-vos que durante a próxima intervenção, quem quisesse ainda colocar alguma questão ou fazer algum comentário que a fizesse, senão depois teremos com certeza, durante a pausa e durante o resto do dia, a oportunidade de colocar novamente mais questões. Obrigada. Sophie Laszlo, Institut Français. J'ai une question, mais le sujet est tellement vaste qu'il est difficile de circonscrire la question la plus utile maintenant. En tous les cas, votre exposé nous a vraiment ouvert quelques horizons et je vous en remercie beaucoup. Je suis très intéressée par la partie comparative. Lorsqu'on cherche des facteurs explicatifs, on s'aperçoit que ceux que l'on lit couramment ou que l'on entend
ne sont pas suffisants. Et ce que vous venez de dire sur l'éthique du travail est très éclairant. On entend aussi fréquemment des analyses qui opposent le nord et le sud de l'Europe, notamment sur les cultures religieuses. Et ce facteur-là aussi, j'ai le sentiment qu'il n'est pas suffisant. Je me demande, c'est une vraie question que je vous pose, s'il ne faut pas regarder aussi la place des femmes sur le marché du travail. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour comparer, je ne sais pas, le Portugal, la France, l'Allemagne, par exemple? Merci beaucoup. Merci, Sophie. Agora temos, eu vi apenas 2 pedidos de palavra, se alguém não... Ali, faz favor, na segunda fila, segundo lugar, e aqui, se houve algum pedido que eu não tenha visto, previnam-me, por favor, mas penso que não. Faz favor. Muito obrigada pela conferência que nos coloca imensos vetores de reflexão. Aliás, eu já conheço alguns dos trabalhos do professor e considero que realmente há aqui 2 questões que são extraordinariamente importantes para o trabalho dos portugueses, quer em termos de académicos, quer em termos de movimentação social. Primeiro, a questão de que, efetivamente, a preguiça surge ainda com uma percentagem terrível como explicação da pobreza. Isso coloca aos movimentos sociais e políticos um problema, é que não se tem trabalhado suficientemente a consciência social. Por outro lado, esta relação muitíssimo interessante de como a resistência à desqualificação de facto passa muito pelos atuais elos de filiação, que também são aparentemente surpreendentes, mas talvez não sejam, pelo facto de que as famílias portuguesas, os pais e os avós que apoiam, estão habituados, portanto, são gerações habituadas a um nível de vida muito primário. Recordemos que até ao 25 de Abril a pobreza era endémica, portanto, não havia o problema de crise porque era de facto endémica. O professor coloca que a imigração tem sido de facto uma saída, mas como já foi de facto posto em discussão pelo primeiro interveniente, a imigração não é inesgotável. Além do mais, quem imigra é de facto são os jovens com maior capital cultural no qual as famílias têm investido. Ora bem, pós-imigração, como é que a sociologia está a pensar o problema dos comportamentos desviantes, se há estudos já sobre esse ponto de vista, e da conflitualidade social? Não é por acaso, de facto, como o professor disse, que a conflitualidade social é menor em Portugal, mas como é que essa conflitualidade social se vai colocar num futuro próximo, não somente em Portugal, como em toda a Europa, em que assistimos àquilo que a Hannah Arendt já dizia no final, ou em meados dos anos 50. Estamos a caminhar para uma sociedade de trabalhadores sem trabalho. Muito obrigada. Última intervenção. Bonjour, je voudrais vous remercier pour votre intervention et je voudrais vous poser les questions suivantes. Il existe également une destruction des gens, des personnes qui sont directement touchées par la perte de leur travail ou par le précariat, mais il y a également une pression sur les gens qui travaillent et qui voient également leurs conditions de travail altérées, modifiées et sérieusement dégradées par cette situation de précariat des gens qui se retrouvent sans travail aujourd'hui. C'est une question que vous n'avez pas abordée. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur ça? Je voudrais dire aussi que ce n'est pas simplement la destruction des gens, c'est la destruction de valeurs. Et dans quelle mesure cette situation peut-elle mettre en péril le socle fragile, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur Robert Gonçalves, le socle fragile des démocraties en Europe, puisque c'est notre modèle de construction politique pour le moment. Merci. Muito obrigada. Antes de passar finalmente a palavra a Sérgio Pogão, não resisto só a juntar mais uma pista com a qual não sei se concordo ou não, que é se também nesta consideração da preguiça não está também uma sociedade que por motivos vários foi particularmente permeável a um discurso tipicamente liberal reproduzido a larga escala pelos média,
de responsabilização individual das pessoas, que é em si mesmo uma das grandes produtoras do corte dos vínculos sociais de que nos falou. Tout d'abord, je vous remercie vraiment pour toutes ces remarques très, très riches qui conduisent véritablement à approfondir ce que j'ai pu dire dans mon exposé. Alors donc, je ne vais pas peut-être pouvoir répondre à toutes les questions de façon précise, mais d'autant que il me faudra peut-être aussi un peu de temps pour que j'y trouve les réponses, et je pense qu'on les trouvera peut-être aussi dans la discussion aujourd'hui. Donc quelques éléments, peut-être je voudrais recommencer sur la partie comparative. Effectivement, c'est un point essentiel de pouvoir faire des comparaisons. Nous avons la chance en Europe de pouvoir maintenant disposer d'instruments statistiques pour faire des comparaisons. Au début quand j'ai commencé à faire des analyses comparatives pour étudier les formes élémentaires de la pauvreté, on était obligé de confronter des sources nationales qui ne sont absolument pas forcément toujours comparables. On a maintenant des enquêtes européennes. Et donc ça, c'est un grand avantage pour essayer de mieux comprendre. Ça ne suffit pas, mais en tout cas, c'est un moyen important qui nous est offert. Donc l'Europe, c'est aussi un observatoire possible par ces instruments qui sont maintenant à notre disposition. Alors, la question de la solidarité familiale a été posée. C'est un rempart contre la pauvreté, mais en même temps, ça comporte évidemment des limites. Est-ce que les solidarités familiales peuvent s'expliquer par le niveau de développement économique? Ça, c'est un point important. Pour y répondre, je voudrais vous signaler, vous rappeler ce que j'avais pu montrer à propos de l'Italie. L'Italie, c'est un pays assez extraordinaire parce que justement, on peut facilement distinguer le nord, le centre et le sud de l'Italie, et on peut ainsi comparer les situations d'une région à l'autre. Je pense qu'on pourrait le faire pour le Portugal d'une certaine manière, mais j'ai en tête là surtout les travaux que j'avais pu faire sur l'Italie. Et sur la question des solidarités familiales, c'est intéressant parce que elles sont les plus développées, les plus fortes dans justement le sud de l'Italie. Quand on parle de l'Italie comme un pays familialiste où les solidarités familiales sont fortes, en fait, elles sont très fortes dans le sud de l'Italie, déjà un peu moins fortes dans l'Italie du centre et encore moins fortes dans l'Italie du nord. Donc il y a un lien très très net entre la force donc de ces solidarités familiales et le développement économique, le niveau de croissance et de développement de chacune de ces régions. Donc on pourrait dire que il y a quelque chose dans le maintien des solidarités familiales qui a à voir avec le maintien de traditions de résistance à la pauvreté que l'on trouve dans un contexte justement de pénurie. Les solidarités sont d'ordre finalement mécanique. Ça renvoie à ce concept de Durkheim, c'est-à-dire c'est des solidarités de similitude. On se connaît dans son village et donc dans ses clans familiaux et on s'entraide parce que c'est la seule façon de résister à la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment un point important qui montre peut-être aussi pourquoi donc les solidarités familiales se maintiennent encore aujourd'hui au Portugal, et probablement on pourrait voir des différences fortes d'une zone à l'autre du Portugal, en distinguant peut-être Lisbonne et les grandes villes d'autres régions plus pauvres. Donc ça, c'est un point, me semble-t-il, important qui a été rappelé. Un point important, c'est aussi, je ne l'ai pas abordé dans mon exposé, la question de la place des femmes sur le marché du travail et l'organisation de la société en fonction donc de ces inégalités entre les hommes et les femmes. Dans les pays du sud de l'Europe,
justement, les femmes sont encore plus souvent que dans d'autres pays européens, en quelque sorte, entre guillemets, je mets ça en des guillemets, bien sûr, condamnées à jouer un rôle de premier plan dans la sphère domestique, avec moins de chances justement d'autonomie professionnelle. C'est particulièrement fort, et c'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs, quand on parle des solidarités familiales dans le sud de l'Europe, les féministes commencent à dire oui, mais c'est bien beau de parler des solidarités familiales, mais en fait, ces solidarités familiales, ça repose sur nous avant tout, parce que nous devons prendre en charge non seulement les enfants, mais aussi les personnes dépendantes, parce que nous manquons de structures justement collectives, publiques, pour nous permettre évidemment d'être moins obligés, moins tenus, moins contraintes par ces solidarités qui pèsent. Et la traduction d'ailleurs dans beaucoup de pays du sud de l'Europe, la traduction c'est en termes de fécondité, parce que les femmes qui veulent évidemment travailler ne font plus d'enfants. C'est exactement ce qui, me semble-t-il, se produit. Donc oui, je pense qu'il faut insister sur cette dimension de la place des femmes sur le marché du travail. Ça, c'est vraiment important. Il y avait une question aussi qui me semble importante et à laquelle je peux répondre sur la pression sur les gens qui travaillent, sur la pression dans le travail. Je l'avais un tout petit peu évoqué au début de mon exposé quand je parlais justement de la double dimension de la fragilité du lien de participation organique, en insistant sur la dimension du chômage, mais aussi sur la dimension de la précarité du travail. La précarité du travail, elle est liée justement à cette intensification du travail qui accroît la pression sur une partie de la main-d'œuvre, en particulier, et cela est très net, la main-d'œuvre faiblement qualifiée. Donc les inégalités dans le monde du travail, elles sont particulièrement vives et elles conduisent aussi à un phénomène, je ne crois pas que cela a pris autant d'importance au Portugal, mais on parle beaucoup de suicide au travail. Le phénomène, en tout cas en France, est posé. Et récemment encore, un jeune salarié de Renault s'est suicidé. Donc on a, dans ce contexte, ce n'est pas simplement la perte de l'emploi qui conduit au suicide, mais c'est aussi la pression dans le travail et la faible reconnaissance des salariés. Donc le processus d'individualisation à l'œuvre dans le monde du travail, qui est une constante dans l'évolution des modes de travail, conduit finalement l'individu à se sentir davantage responsable de toutes les difficultés qu'il peut ressentir quand il travaille, et donc il ne se sent pas suffisamment armé pour faire face aux exigences et à la pression que l'on met sur lui, ce qui peut se traduire par une crise très très profonde. Donc je vous suis entièrement sur ce point-là. Je voudrais... alors, vous avez insisté aussi sur la question de l'éducation. C'est un point essentiel que je n'ai malheureusement pas pu aborder, mais je retiens toutes vos interprétations sur la question de l'éthos du travail, tout ce que vous avez pu dire, parce que je crois qu'il faut effectivement aller dans votre sens pour pouvoir porter un diagnostic plus fort encore sur la situation du Portugal au regard donc de cette culture du travail en relation avec globalement la faible niveau de qualification de franges importantes de salariés. Et vous avez noté aussi la question de l'illettrisme qui peut être responsable, en partie responsable donc comme facteur explicatif donc de ces représentations encore très vives qui conduisent donc à considérer les pauvres et les chômeurs comme paresseux. Et votre dernière question sur le rôle des médias, sur l'attitude qui sévit justement en Europe, je crois qu'effectivement les valeurs de la solidarité, je l'avais constaté en France quand on avait organisé dans un collectif un ouvrage qui s'intitulait « Repenser la solidarité ». Je remarquais, et nous remarquions, l'ensemble des universitaires qui s'étaient réunis pour réfléchir sur la solidarité, sur le fait que, justement, aujourd'hui, dans les médias notamment,
on met beaucoup plus souvent l'accent sur la responsabilité individuelle que sur la responsabilité sociale et collective. Et il me semble que justement, on a souvent tendance dans les médias à consacrer, par cet accord global sur les valeurs du néolibéralisme, à consacrer le fait que l'individu est responsable avant tout de ses actes, avant tout de ce qui lui arrive. Et me semble-t-il, on a, je crois, à réfléchir et à défendre, nous autres chercheurs, mais aussi les autres acteurs, à défendre justement les valeurs de la solidarité, au sens de la doctrine du solidarisme à laquelle je me réfère dans mes travaux. Muito obrigada. Eu propunha-vos então que, além de continuarmos estas reflexões no dia de hoje e no futuro também, porque elas com certeza vão deixar matéria suficiente para reflexão, que façamos então uma pausa apenas de 10, 15 minutos, se for possível, para não atrasar demasiado. Muito obrigada a todos e a próxima sessão é sobre classes médias e mobilidade social.